Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous propose de lire le début de ce livre, qui est Ubik par Philippe K. Dick. Donc, si vous me suivez par exemple sur Instagram, vous savez que je l'ai fini il n'y a pas très longtemps. Et je vous avais proposé, si ça vous intéressait, d'avoir une critique de ce livre. Donc, je vais travailler là-dessus. J'ai un projet un peu particulier pour cette critique-là. Donc on va voir ce qui en sort, mais j'aimerais faire une vidéo pas forcément ASMR sur ce livre. Voilà. Donc je l'ai vraiment bien apprécié. Et donc là je voulais lire le premier chapitre, ou au moins les premières pages, pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, quel est le style de ce livre, et voir si ça pourrait vous plaire ou pas. Donc, comme vous savez peut-être, Philip K. Dick, c'est un auteur américain qui a aussi écrit des livres qui ont servi de base pour des grands films de science-fiction comme Blade Runner, Minority Report ou Total Recall. Donc c'est vraiment une référence en matière de science-fiction. Voilà. Donc ce livre, on me l'a offert il y a quelques temps, il y a au moins 1 an je pense. Mais je sors d'une période où je lisais pas beaucoup. Donc c'est avec celui-ci que j'ai voulu m'y remettre, parce qu'on me l'a reconseillé depuis et que je l'avais dans ma bibliothèque sans jamais l'avoir ouvert. Voilà, donc je suis très contente d'avoir repris avec ce livre-là, parce que je trouve qu'il est très facile à lire, il a un style assez simple. Et voilà, je trouvais que c'était un bon livre que je vous recommande. Donc on va lire l'arrière du livre. Entre la régression du temps et l'instabilité du monde des morts, Ubik est le piège final des réalités. Dans ce roman culte qui réunit tous les thèmes de la science-fiction, Philippe K. Dick peint le portrait d'une humanité à l'agonie, dominée par la technologie. Pour Joe Chip, le héros spécialisé dans la traque des télépathes, la paranoïa et le doute sont les seules certitudes. Ubik est un vertige contagieux, on lit Ubik et l'on devient bizarre. Le réel se dissout, l'imaginaire se répand partout. Le monde se fait causa mentale. C'est éprouvant et c'est ineffaçable. Il serait pas lot de préciser que c'est un chef-d'œuvre. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que pour l'auteur, ce livre n'était pas un de ses meilleurs. Et en effet, encore aujourd'hui, c'est pas le plus connu et c'est pas celui qu'on cite en premier quand on parle de Philippe K. Dick. Et pourtant, moi, j'ai vraiment trouvé, comme je vous l'ai dit, assez intéressant. Après, c'est aussi mon premier livre de l'auteur. Donc, voilà, j'ai pas la vision totale et loin de là de son œuvre. Alors, sur l'auteur, Philip K. Dick est né en 1928 à Chicago, qu'il quitte très jeune pour la Californie. Habité par le virus de la science-fiction, il commence à vendre ses premiers récits dès 1952, mais c'est avec l'Autorie solaire, 3 ans plus tard, qu'il captive définitivement l'intérêt du public. Sorte de marginal desperado, de génie visionnaire, c'est dans les années 60, alors que son état de santé s'aggrave, qu'il écrit pourtant quelques-uns de ses plus beaux romans, comme Ubik ou Le Dieu venu du Centaure. En 1976, Deus Irae met en avant la crise de mysticisme à laquelle Dick a succombé. Mais en 1982, alors que Ridley Scott porte à l'écran son roman Blade Runner, une congestion cérébrale le plonge dans un coma profond dont il ne réchappera pas. Bon, c'est joyeux, on commence bien. Alors, donc aussi quelque chose qu'on peut noter de ce livre, c'est que chaque chapitre commence par une petite publicité pour un produit mystérieux qui s'appelle Ubik, comme le roman. Les amis, tout doit disparaître. Nous soldons la totalité de nos Ubik électriques, silencieux, à des prix défiant toute concurrence. Oui, nous liquidons l'ensemble de nos articles. Et n'oubliez pas que tous les Ubik de notre stock
ont été utilisés conformément au mode d'emploi. À 3h30 du matin, la nuit du 5 juin 1992, le principal télépathe du système solaire disparut de la carte dans les bureaux de Rossiter Associates à New York. Aussitôt, les vidphones se mirent à sonner. La firme Rusinter avait perdu la trace de trop de psy de Hollis au cours des 2 derniers mois. Cette disparition supplémentaire faisait déborder la coupe. « Monsieur Rusinter, désolé de vous déranger. » Le technicien qui était de service de nuit dans la chambre des cartes tout sauta nerveusement en voyant la grosse tête massive de Glenn Rusinter envahir l'écran du vidphone. Un de nos neutraliseurs nous a alertés. « Attendez que je regarde. » Il fouilla dans l'amas des bandes sorties du transmetteur. « C'est une femme, Miss Storm. » Comme vous le savez, elle l'avait suivi jusqu'à Green River, dans l'Utah, où... Rusinter grogna d'une voix ensommeillée. « Qui donc? Si vous croyez que je me souviens... » En permanence, des neutraliseurs qui pistent tel ou tel télép ou précog. Il passa la main dans ses cheveux gris en broussailles, pareils à de la paille de fer. Épargnez-moi les détails et dites-moi le nom de l'employé de Hollis qui est porté manquant. Estol Melipone, dit le technicien. Quoi? Melipone a disparu? C'est une blague? Hélas non, assura le technicien. Eddie Dorn et 2 autres neutraliseurs l'ont suivi jusqu'à un motel nommé Les Liens de l'expérience érotique polymorphe, une construction souterraine de 60 unités d'habitation destinée aux hommes d'affaires qui veulent bénéficier de divertissements privés. Eddie et ses collègues ne pensaient pas qu'il était en activité. Mais pour plus de sûreté, nous avons envoyé sur place un de nos propres télépathes, Monsieur G.G. Ashwood, pour qu'il sonde sa pensée. Ashwood s'est heurté à un circuit de brouillage qui entourait l'esprit de Melipone. Il n'a donc rien pu faire. Il est reparti à Topeka, dans le Kansas, où il est actuellement sur les traces d'une recrue possible. Rusinter, maintenant mieux éveillé, avait allumé une cigarette. Il appuyait son menton sur sa main d'un air sombre, tandis que la fumée dérivait devant le scooter situé de son côté du circuit Bicano. Vous êtes sûr que le télép était bien Melipone? Apparemment, personne ne connaît son aspect, il doit changer de canevas physiognomique tous les mois, et son aura. Nous avons demandé à Joe Chip de se rendre là-bas pour mesurer l'amplitude du champ psy émis au motel des liens de l'expérience érotique polymorphe. Chip dit que ces appareils ont enregistré au plus haut niveau une aura télépathique de 68,2 unités BLR, signe que Melipone est le seul des télépathes connus à pouvoir atteindre. Le technicien acheva. C'est donc à ce point de la carte que nous avons fixé le signal d'identification de Melipone. Et maintenant, plus de signal. Vous avez regardé par terre derrière la carte? Plus de signal au sens électronique. L'homme qui le représentait n'est plus sur Terre, ni, autant qu'on peut en juger, sur un monde colonie. Je vais consulter ma défunte femme, déclara Rusinter. Nous sommes en pleine nuit, les moratoriums sont fermés. Pas en Suisse, dit Rusinter avec un sourire grimaçant, comme si un répugnant fluide nocturne avait filtré à travers sa gorge vieillie. Bonne nuit. Rusinter raccrocha. En tant que propriétaire du moratorium des frères bien-aimés, Herbert Schönheit von Vogelsang, bien sûr, venait toujours travailler avant ses employés. À cet instant où la bâtisse glaciale et sonore commençait juste à s'animer, un individu à la mine soucieuse et à l'allure d'un employé de bureau, avec des lunettes au verre presque opaques, une veste en peau de chat et des souliers jaunes pointus, attendait à la réception, un bon de consultation à la main. Manifestement, il était là pour rendre à un parent la visite de circonstance. Le jour de la résurrection, jour férié au cours duquel on honorait publiquement les semi-vivants, approchait. Bientôt ce sera la ruée. Oui, monsieur, fit Herbert avec un sourire affable. Je vais m'occuper de vous en personne. C'est une vieille dame, dit le client. Dans les
Dans les 80 ans, toute petite et ratatinée, c'est ma grand-mère. Un moment. Herbert se rendit aux entrepôts de congélation en recherchant le numéro 3 054 039B. Quand il l'eut trouvé, il étudia la fiche. Il ne restait plus que 15 jours de semi-vie. Pas énorme, réfléchit-il. Machinalement, il actionna l'amplificateur portatif de protophase placé dans la coque de plastique transparente du cercueil. Le régla, puis guetta sur la fréquence adéquate l'indication d'une activité encéphalique. Du haut-parleur sortit une voix faible. Et puis Tilly s'est cassé la cheville. Et on a bien pensé que ça ne guérirait jamais. Elle était tellement têtue à vouloir tout de suite se remettre à marcher. Satisfait, il débrancha l'amplificateur et alerta un employé pour faire transférer le numéro 3 054 039B au salon de consultation, où le client sera remis en contact avec la vieille dame. Vous l'avez bien vérifié, demanda l'homme en s'acquittant de la somme due. Je m'en suis chargé moi-même, répondit Herbert. Elle fonctionne à merveille. Il appuya sur une série de touches de commande, puis s'écarta. Heureux jour de la résurrection, monsieur. Merci. Le client s'assit en face du cercueil qui fumait dans son enveloppe cryonique. Il pressa un écouteur contre son oreille et parla d'une voix nette dans le micro. « Flora, tu m'entends ? Il me semble que je t'entends déjà. Flora ?» Quand je mourrai, se dit Herbert Schönheit von Vogelsang, je demanderai par testament à mes héritiers de ne me réveiller qu'une fois par siècle. Ainsi je pourrai observer le destin de l'humanité. Mais ce serait ruineux de le garder aussi longtemps congelé. Et il savait bien ce qui se passerait. Tôt ou tard, ses héritiers se révolteraient, il ferait sortir son corps de la capsule de réfrigération et, juste au ciel, l'enterrerait. L'enterrement est un rite barbare, murmura Herbert, une survivance des origines primitives de notre civilisation. Oui, monsieur, approuva sa secrétaire assise à sa machine à écrire. Dans la salle de consultation, plusieurs clients s'entretenaient maintenant avec leurs parents semi-vivants, dans un silence recueilli, installés chacun devant son cercueil. C'était un spectacle paisible que celui des fidèles venant régulièrement rendre leurs hommages. Ils apportaient aux semi-vivants des messages, des nouvelles du monde extérieur. Ils égayaient leur mélancolie durant ces périodes où leur activité cérébrale était ranimée. Et ils payaient Herbert Schönheit von Vogelsang. Diriger un moratorium était une affaire rentable. Mon père a l'air de faiblir, dit un jeune homme en attirant l'attention de Herbert. Vous pourriez peut-être prendre un moment pour le contrôler si ça ne vous ennuie pas trop. Certainement, dit Herbert en accompagnant le client jusqu'à son parent décédé. La fiche de ce dernier n'indiquait plus que quelques jours, ce qui expliquait la diminution de l'activité cérébrale. Quoi qu'il en soit, il haussa le niveau de l'amplificateur de protophase et la voix du semi-vivant devient un peu plus forte dans l'écouteur. Il est près de la fin, pensa Herbert, et il était évident que le fils ne voulait pas voir la fiche, qu'il refusait de savoir que le contact avec son père décroissait. Sans rien dire, Herbert s'éloigna, le laissant communiquer avec le défunt. À quoi bon lui apprendre que c'était probablement la dernière fois qu'il venait ici? Il le découvrirait bien assez tôt. Un camion venait d'apparaître sur la plateforme de déchargement située derrière le moratorium. 2 hommes en descendirent, dans un uniforme bleu pâle qu'il connaît bien. Les transports et livraisons interplanétaires Atlas. Ils menaient un nouveau semi-vivant, juste décédé, ou venaient en chercher un qui avait fini son temps. Sans hâte, il se dirigea vers eux pour superviser les opérations. Mais au même moment, sa secrétaire l'appela. « Herr Schönheit von Vogelsang, excusez-moi de vous déranger, mais un client souhaite qu'on réveille sa femme d'urgence. » Sa voix prit une intonation spéciale tandis qu'elle ajoutait « C'est monsieur Glenn Russinter qui est venu spécialement de la Confédération nord-américaine. » Un homme âgé, de haute taille, aux larges mains et à la démarche vive et souple, vint vers lui. Il portait un costume lavable en dacron varicolore, une chemise de tricot et une cravate d'étamine passée à la teinture. Sa tête, large comme celle d'un matou,
se projetait en avant tandis que ses yeux ronds et légèrement protubérants fixaient les choses d'un regard alerte. Le visage de Rue Saint-Terre arborait une expression de cordialité professionnelle et un air à la fois attentif et pressé à l'égard d'Herbert. Comme si, au-delà de lui, il considérait déjà de futurs pôles d'intérêt. « Comment va Ella » fit Rue Saint-Terre d'une voix tonitruante qui semblait amplifiée électroniquement. « Prête à être mise en route pour un petit entretien ? Elle n'a que 20 ans, elle doit être en meilleure forme que vous et moi. » Il eut un rire qui avait une sonorité abstraite. Il ne cessait de sourire, ne cessait de rire, de parler d'une voix sonore, mais au fond de lui, il ne remarquait personne, il restait indifférent. C'était son corps qui souriait, hochait la tête et serrait des mains. Rien ne touchait son esprit qui demeurait à distance. Avec un mélange de froideur et d'amabilité, il entraîna Herbert avec lui, en marchant à grande enjambée au milieu des capsules cryoniques, où les semi-vivants, et parmi eux sa femme, reposaient. « Il y a longtemps qu'on ne vous avait pas vu, monsieur Rue Saint-Terre, » remarqua Herbert. Il arrivait à se rappeler donner de la fiche de madame Rue Saint-Terre, le temps de semi-vie qui lui restait. Rue Saint-Terre, sa grande main carrée posée sur le dos d'Herbert pour le faire se hâter, déclara « L'heure est importante, von Vogelsang. Mes associés et moi, nous travaillons dans un domaine qui surpasse l'entendement rationnel. Je n'ai pas le droit de faire des révélations à l'heure actuelle, mais nous regardons la situation présente comme menaçante, quoique non désespérée. Le désespoir, de toute manière, n'est jamais une solution. Où se trouvait-là ? Il fit hâte en regardant rapidement autour de lui. « Je vais vous l'amener dans le salon de consultation, » dit Herbert. Il ne fallait pas que les clients pénètrent ici, dans les entrepôts de congélation. « Vous avez son numéro, monsieur Rue Saint-Terre ?»« Grand Dieu, non, » dit Rue Saint-Terre. « Je l'ai perdu depuis des mois. Mais vous connaissez ma femme, vous la trouverez. » Et la Rue Saint-Terre, 20 ans environ, les yeux bleus, les cheveux noirs. Il jeta un coup d'œil impatient autour de lui. « Où avez-vous mis le salon de consultation ? D'habitude, il est à l'endroit où je peux le trouver. Montrez à monsieur Rue Saint-Terre le salon de consultation. » dit Rue Saint-Terre à un employé qui traînassait à proximité, curieux de voir à quoi ressemblait un directeur mondialement connu d'un organisme anti-psy. Examinant l'intérieur du salon, Rue Saint-Terre dit avec répugnance : « Il est plein, je ne peux pas parler avec Ella ici. » Il attrapa Herbert et qui repartait vers ses dossiers. « Monsieur von Vogelsang, » dit-il en lui plaquant une fois de plus sa large main derrière l'épaule. Herbert sentit le poids de cette main, sa vigueur persuasive. Il n'y a pas un coin plus retiré pour les communications confidentielles ? Je dois parler avec ma femme Ella d'une question qui n'est pas encore temps de révéler au monde. Saisi par la présence de Rue Saint-Terre par le ton pressant de sa voix, Herbert se surprit à murmurer docilement : « Je peux vous amener madame Rue Saint-Terre dans un de nos bureaux, monsieur. » Il se demandait ce qui se passait, ce qui avait poussé Rue Saint-Terre hors de sa tanière pour accomplir ce pèlerinage tardif au moratorium des frères bien-aimés afin de remettre en route, comme il l'avait exprimé crûment, sa femme semi-vivante. Sans doute une crise professionnelle quelconque, estima-t-il. La publicité des divers organismes de protection anti-psy, à la télé et dans les homéo-journaux, ne cessait de haranguer le public ces derniers temps. Défendez votre intimité, proclamait-elle partout et à chaque moment. Est-ce qu'un étranger n'est pas à l'affût de vos pensées ? Êtes-vous vraiment seul ? Cela concernait les télépathes, mais il y avait aussi les nauséeuses causes de soucis dus au précognitif. Vos actes sont-ils prédits par quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré ? Quelqu'un que vous ne tiendrez pas à connaître ni à inviter chez vous ? Mettez fin à votre anxiété. Contactez le plus proche organisme de protection qui vous fera savoir si vous êtes ou non victime d'intrusion psychique interdite et qui, sur vos instructions, les neutralisera, ceci pour un prix modéré. Organisme de protection. Herbert aimait bien le terme. Il avait de la dignité et correspondait à la réalité. Il en avait fait personnellement l'expérience. 2 ans plus tôt, un télépathe s'était introduit parmi les employés du moratorium pour des raisons qui n'avaient jamais été élucidées. Sans doute pour capter les confidences échangées entre les semi-vivants et leurs visiteurs, ou peut-être celle d'un semi-vivant particulier. En tout cas, un éclaireur d'un organisme anti-psy avait détecté l'aura télépathique et Herbert avait été informé.
Après qu'il eut signé un contrat, un antitélépathe lui avait été envoyé et s'était installé au moratorium. Le télépathe n'avait pas été identifié, mais son action avait été neutralisée, exactement comme le promettait la propagande télévisée. Par la suite, le télépathe vaincu avait dû quitter les lieux. Le moratorium était maintenant à l'abri de toute emprise psy, et par mesure de sûreté, l'organisme de protection assurait un contrôle de routine une fois par mois. Merci beaucoup, monsieur Van Fockelsang, dit Russinter en suivant Herbert à travers un bureau où travaillaient des employés jusqu'à une pièce d'archives où régnait l'odeur fade des micro-documents inutiles. Bien sûr, songeait Herbert en évoquant l'incident, je les ai crus sur parole quand ils m'ont dit qu'un télépathe était ici. Ils m'ont fait voir un graphique qu'ils avaient obtenu en le présentant comme une preuve. Ils avaient pu le truquer, ils auraient pu fabriquer ce graphique dans leur laboratoire. Mais je les ai également crus quand ils m'ont affirmé que le télépathe était parti. Il est venu, il est reparti, et j'ai payé 2000 postcred. Se pourrait-il que les organismes de protection soient en réalité des raquettes, faisant croire sans raison valable que leur service était nécessaire ? En réfléchissant à cela, il reprit à nouveau la direction de ses dossiers. Cette fois, Russinter ne le suivit pas. Il s'assit bruyamment sur un siège trop étroit pour sa grande carcasse. Russinter poussa un soupir, et Herbert eut soudain l'impression que le vieil homme au corps puissant était fatigué, malgré ses démonstrations d'énergie. « Je suppose que quand on opère dans cette branche, supputa Herbert, il faut qu'on ait un certain comportement. Il faut avoir l'air au-dessus des faiblesses humaines ordinaires. » Le corps du Russinter contenait sans doute une bonne douzaine de grefforgues, des organes artificiels greffés dans son organisme à mesure qu'avait lâché ceux d'origine. La science médicale donne l'assise matérielle, réfléchit-il. Et Russinter fournit le reste par la puissance de son esprit. Je me demande quel agit là, s'interrogea-t-il. C'est devenu impossible d'en juger par le simple coup d'œil, surtout après 80 ans. Miss Bison, enjoignit-il à sa secrétaire, faites rechercher Madame Ella Russinter et apportez-moi son numéro. Elle doit être transportée au bureau 2A. Il s'assit et s'octroya une ou deux pincées de tabac à priser, prince de Fribourg et Treyer, tandis que Miss Bison entamait la tâche relativement simple qui consistait à localiser la femme de Glenn Russinter. Donc c'était le chapitre numéro 1 du livre. J'espère que ça vous a plu. Je trouve qu'on rentre assez vite dans l'histoire et dans l'imaginaire de ce monde. On comprend assez vite vers quoi ça va tourner et les questions qui vont être posées dans le livre par rapport à la semi-vie, par rapport aux non-vivants, aux non-morts et à toute cette histoire de télépathe. Voilà. Donc on retrouve aussi des termes qu'on a pu voir dans d'autres œuvres de l'auteur. Donc par exemple, j'ai re-regardé Minority Report récemment, et tout ce qui est précog, on en entend déjà parler. Et pareil avec Blade Runner. Voilà, donc je ne peux que vous conseiller de lire ce livre. Voilà, de regarder ces films aussi qui sont vraiment des références dans le monde de la science-fiction. Et j'espère que ça vous a plu. Merci à vous.